Chers amis d'Albatros en Montérégie, chers bénévoles, aujourd'hui nous voudrions réfléchir avec vous sur quelques aspects de l'accompagnement d'une personne qui a demandé l'aide médicale à mourir. C'est une situation assez nouvelle au Québec. Depuis 2015, c'est une possibilité chez nous. Et pour initier ce sujet, je me retourne vers Georges Cummings, qui est un bénévole qui a été exposé à cette situation-là il y a peu de temps. Raconte-moi, Georges, ton expérience. Oui, alors je fais du bénévolat dans une maison de soins palliatifs et un monsieur qui est entré à la maison. Et la première fois que je suis allé le rencontrer pour lui faire part des services de l'accompagnement pour la maison, je lui ai aussi me suis présenté et je lui ai dit que j'étais un diacre permanent de l'Église catholique. Et lui m'a dit, bon, j'étais baptisé, mais il y a fait bien des années que j'ai coupé les liens avec l'Église. Mais j'apprécie beaucoup que vous veniez me voir. J'aimerais que vous continuiez à venir me voir et on pourra jaser ensemble. Alors, j'ai accepté facilement. Et pendant plusieurs semaines, j'ai continué à aller le voir. Et à un moment donné, le monsieur me dit, bon, j'étais veuf et puis j'ai décidé, après plusieurs années de veuvage, de refaire ma vie avec une autre madame. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Mon garçon a très bien accepté cette situation, mais ma fille n'a pas voulu accepter. Elle s'est révoltée et elle a coupé les ponts avec moi. Et depuis plusieurs années, on n'a aucune relation l'un avec l'autre. Alors, j'ai continué quand même à aller le voir à chaque semaine, comme d'habitude. Et un bon matin, j'arrive à la maison et le monsieur envoie son fils pour me dire « Mon père aimerait ça vous voir ». Alors, je me rends à la chambre et en entrant dans la chambre, j'aperçois qu'il y a 2 madames, dont monsieur me présente son épouse et sa fille. Et il me dit « J'ai beaucoup apprécié les rencontres qu'on a eues depuis que je suis ici à la maison. Mais j'aurais une autre faveur à vous demander, celle de me donner votre bénédiction, puisque j'ai demandé d'avoir l'aide médicale à mourir et que ça va se faire vers les 2 heures cet après-midi. » Alors, je jase un petit peu avec lui et je lui donne la bénédiction. Et ensuite, je leur dis, je vais me retirer. Et je suis dans la maison. Si vous avez besoin, je suis pas loin. Et je laisse la famille vivre les derniers moments ensemble. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, là, puisque je n'avais pas été avisé à l'avance de l'aide médicale qu'il avait demandé, l'aide médicale à mourir. Cette petite histoire est intéressante parce qu'elle implique dans son résumé des situations qui sont potentiellement riches et pourtant surprenantes. Voilà un bénévole et un malade qui ont des valeurs différentes, des positions différentes, en particulier face aux religieux. C'est très clair, c'est évident. Et pourtant, cet accompagnement qui va se faire au fil des semaines va être positif. Le malade va dire « ça m'a fait du bien, j'ai apprécié ». Et il a manifestement bougé à l'intérieur de lui-même, et pas seulement lui, la famille aussi. Si bien qu'en fin de vie, il y a une réconciliation entre la fille, la nouvelle épouse, le reste de la famille et le malade, qui est donc très positive. C'est possible d'accompagner de façon tout à fait fertile, même si on ne part pas d'une position identique. Le deuxième élément, c'est cet élément de l'aide médicale à mourir qui arrive très tardivement. Au fond, il te dit « je voudrais vous voir avant de partir ». Notons qu'il va poser un geste remarquable.
il va te dire « Je voudrais votre bénédiction ». Ce n'est pas sa culture. Pourquoi fait-il ça? Je crois qu'il veut te remercier du temps, de l'attention que tu lui as donné. Je pense qu'il fait un geste de ta culture à toi pour te remercier. Je trouve que c'est très beau, c'est très émouvant. C'est très vrai aussi. Puis, il va demander et recevoir l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, mais c'est quoi ça? Mais vous savez que depuis 2015, chaque citoyen québécois a droit, en fin de vie, à avoir soit les soins palliatifs, soit l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Ben, ce sont des soins pour enlever tous les inconforts. Tous les inconforts, la douleur, le hoquet, l'essoufflement, tout ça. Et quelquefois, en soins palliatifs, les inconforts sont tels qu'on n'est pas capable de tous les enlever et qu'on va proposer à un malade de l'endormir. Et l'endormant, il sera extrait de sa souffrance et de sa douleur. Et endormi, il va finir sa vie au temps qui est le temps prescrit par la nature. Cette vision-là, c'est la vision des soins palliatifs. Elle est assez différente de l'autre, qui est celle de l'aide médicale à mourir. Là, le malade dit, moi, je ne veux pas entrer dans ces jours qui sont difficiles, je veux arrêter maintenant, alors que je n'ai pas eu besoin de tous ces médicaments-là. Et puis, donnez-moi l'aide médicale à mourir. La médecine va regarder sa demande, juger si elle est acceptable, si elle est conforme à la réglementation en vigueur, puis va donner au malade un médicament qui va l'endormir, et pendant qu'il est dans un coma artificiel, va l'empêcher de respirer. Et quelques minutes après, il est mort. Sans respiration, il n'y a pas de vie possible. On comprend que cette deuxième vision est assez différente de la première, surtout parce que on meurt à un moment qui n'est pas le moment déterminé par la nature, mais le moment où on a déterminé. Et donc, on ampute volontairement une partie de son futur. On ne sait pas s'il aurait pu se produire dans ce futur-là, mais on a décidé qu'on ne voulait pas le vivre. Ce futur-là, il nous appartient, mais c'était aussi un futur partagé avec la famille. Et donc, la famille se demande, oui, mais nous, on est aussi privés d'un morceau de temps-là. Et on comprend que dans la famille, il y a des gens qui se disent, hey, c'est pas ce qu'on veut, et d'autres qui disent, oui, c'est très bien comme ça, et qu'il peut y avoir donc une dissension, des visions différentes sur la décision qu'a prise cette personne. Et le bénévole, lui, est devant une situation complexe. D'abord parce que le malade qui dit qu'il veut partir, il est à l'intérieur d'un grand problème. En général, on veut vivre. Et quand on décide qu'on ne veut pas vivre, c'est parce qu'on est dans le milieu de problèmes importants de toutes sortes de nature. Il est devant un malade qui a pris la décision de partir, mais qui n'est pas toujours non ambivalent. Il veut partir le vendredi, puis d'un coup, le vendredi, il y a un fils qui va venir, alors que ce ne sera pas le vendredi, mais le samedi. Sa décision, quelquefois, elle flotte un peu. Et on est donc devant un malade qui n'est pas absolument certain de ce qu'il veut de façon inamovible. Et cela peut paraître dans la relation. Et bien sûr, c'est la même chose pour la famille, qui, elle, est d'une part et d'une autre, et pas absolument sûre qu'il ne devrait pas faire ça ou il devrait faire ça, et pour tous les gens qui sont, quelle que soit leur position de valeur dans la famille. Et le bénévole est donc devant une situation qui bouge vite, comme toujours en fin de vie, et qui est divisée, quelquefois très divisée, et a peu de temps pour intervenir. En général, le bénévole suit quelqu'un 3, 4, 5 semaines, le voit une fois ou 2 fois par semaine pendant presque un mois, établit un lien, il y a un petit chemin qui se fait, et puis on écoute ce malade en train de se raconter lui-même à lui-même et créer pour lui-même ses propres solutions, et ça prend du temps. On ne peut pas faire ça en une rencontre d'1 heure. Et donc, le bénévole, lui, est confronté avec une situation qui, en fait, arrête sa réalité. Puis, il a lui-même des choix de valeur, le bénévole. Et donc, il se trouve devant quelqu'un
en se demandant quelle attitude il va avoir. L'aide médicale à mourir, comme soin de toute fin de vie, pose donc un certain nombre de problèmes. Et ici, on n'a pas l'intention de faire tout le tour, mais c'est d'en illustrer quelques-uns. Et il faut se dire que ces problèmes-là sont encore plus graves lorsque l'on sort de la toute fin de vie. Depuis 2018, on a le droit de demander l'aide médicale à mourir, même s'il nous reste des mois, peut-être quelques années à vivre. Là, l'amputation de temps devient importante. L'amputation pour soi-même et l'amputation pour les autres. Et peut-être qu'en 2023, si les choses vont comme la loi Ottawa le prévoit, on pourra demander l'aide médicale à mourir peut-être 20 ans, 30 ans, avant la fin naturelle de la vie. On sent qu'on n'est plus du tout dans la fin de vie. On est vraiment dans un autre contexte. Et pourtant, dans cet autre contexte, il peut y avoir un besoin de bénévoles aussi. Et donc, ce n'est pas simple. Alors, regardons de façon plus concrète, qu'est-ce qui est exigé du bénévole? Bien, la première chose qui est exigée du bénévole, c'est que le bénévole accepte de rester lui-même. Parce qu'il n'y a pas de relation si on n'est pas vraiment là, l'un avec l'autre. Mais de ne pas imposer ce qu'il est, lui, à l'autre. Il n'est pas obligé d'accepter ce que l'autre veut, mais il a certainement l'obligation d'être non jugeant et neutre vis-à-vis de lui. Et lui donner la chance de s'exprimer comme il en a besoin, de parler comme il en a besoin. Qu'il change ou qu'il ne change pas d'idée, ce n'est pas le but. Le but, c'est que le malade puisse être lui-même devant toi, devant le bénévole, au profit de lui-même. La deuxième chose, c'est que le bénévole doit être très conscient que le malade, il est ambivalent et que sa famille l'est. Et donc, c'est fréquent que le malade demande au bénévole « Allez donc dire à ma fille que j'ai fait le bon choix. » Ou que la famille dise « Allez donc dire à mon père qu'on aimerait ça qu'il fasse un autre choix. » Le bénévole ne doit pas se laisser manipuler ni par les uns ni par les autres. Le bénévole est là pour laisser les souffrances de chacun s'exprimer, autant que possible en famille, pour aider l'évolution dans cette compréhension de ce qu'on est en train de vivre, dans le respect des uns et des autres. Le bénévole doit comprendre que quelquefois, le malade, il est comme en paix, il est en sérénité. Un peu comme des gens qui ont décidé de se donner la mort par suicide, qui, la décision prise, deviennent comme sereins dans les 3-4 derniers jours qui leur restent, parce que la décision est prise. Ça peut être vrai aussi pour des gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Et c'est une espèce de sérénité qui flotte par-dessus un gouffre qui est un gouffre où il y a encore de la souffrance qui bouge de toutes sortes de façons. Donc le bénévole doit être conscient que cette sérénité-là cache peut-être une main tendue et qu'il faut savoir lire quand la main nous apparaît et qu'on est sollicité pour la prendre. Oui. Alors, moi, j'ai été confronté, disons, à l'aide médicale à mourir dans le dernier moment de la vie de la personne. Mais lorsque une personne, par exemple, nous avise ou nous parle de l'aide médicale à mourir quelques semaines à l'avance, en tant que bénévole, c'est sûr que ça peut heurter un peu nos convictions, puis etc. Mais c'est quoi les principales attitudes qu'on doit avoir? Et aussi, peut-être, comment aussi éviter certains pièges qu'il pourrait y avoir dans la relation entre la personne et la famille ou toute autre personne. Si le malade, il n'est pas absolument convaincu, ou s'il a des doutes sur sa décision, il peut en parler avec toi. Ouais. Il peut en parler avec toi longtemps. Et cette conversation-là peut lui être une occasion de clarifier pour lui-même ce qu'il pense. Okay. Et donc toi, tu es là pour le laisser. Tu n'es pas là pour le juger.
mais tu le laisses pour le laisser et tu lui donnes cette chance-là. D'autant plus qu'il y a du temps avant qu'on pose le geste. Et donc, cette présence-là, cet apport aussi, cette solidarité, ce n'est pas une solidarité pour des concepts, c'est une solidarité pour une personne. Et cette solidarité que tu viens lui apporter, elle peut être très précieuse dans son propre processus décisionnel. Ça, je pense que c'est la première attitude. La deuxième, bien sûr, c'est certainement pas de penser que si ça va aller vite, que tu vas être capable de faire avec un coup de baguette magique un changement qui ne se fait pas comme ça. Humainement, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va accepter que cette présence-là, on l'offre en sachant très bien qu'elle n'a pas la même chance de succès. Mais comme on n'est pas là pour la garantie du succès, qu'on ne commande pas le succès, on donne une chance au succès. Cette chance est probablement plus petite, mais c'est une chance quand même. Et on est là pour, je crois, la donner de façon inconditionnelle. Vous voyez, chers bénévoles, l'accompagnement de quelqu'un qui est dans ce complexe maelstrom de souffrance, de désespoir, d'espoir, avec des allers-retours en fin de vie, ça n'est pas simple. Et ça n'est pas plus simple avec l'aide médicale à mourir, au contraire. Surtout lorsque l'esprit est bien clair et que les capacités sont toutes là. Et donc la problématique est très concrète. Nous avons le devoir d'accompagner tous ceux qui le demandent, quelle que soit leur position philosophique, leur position morale, leur position sociale. C'est la personne qui devient importante, qui demeure importante, et nous avons la possibilité de lui donner une chance, de faire les pas que lui veut faire. Pas ce que nous voudrions qu'il fasse, les pas que lui veut faire. Alors je te remercie et tu vois que la surprise que tu as eue lorsqu'il t'a dit « nous partons », elle est au fond, elle est le signe que lui, il est fidèle à ses positions et que pourtant il respecte les tiennes et qu'il t'en remercie. Il y a eu un moment qui était un moment spécial. Merci Georges. Merci chers amis de votre présence. Vous comprenez que nous n'épuisons pas un sujet qui est un sujet riche et assez complexe et qui d'ailleurs va évoluer beaucoup, je crois, dans les mois et les années qui viennent, au fur et à mesure où nous sommes confrontés aux réalités réelles qui entourent ces modes de fin de vie.